Bonjour. On va y aller avec une petite rencontre. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là pour ce petit échange qu'on va avoir avec, entre les chroniqueurs de l'association Palabre autour des arts. Ramsi vous dira un peu ce qui se cache derrière ces Palabres autour des arts. Et donc, Fiston Mwanza Moudjila. Et nous allons aujourd'hui parler déjà de livres, évidemment. Nous sommes là pour parler d'abord de livres. Et ensuite, nous allons essayer de parler de la marginalité, de ce qui se cache derrière le terme marginalité et en quoi elle est furieusement attachée aux littératures des Afriques d'une manière générale. Ramsi, tu nous dis un peu ce qu'il y a derrière? Merci, Joseph. Alors, rapidement, je vais vous présenter ce que c'est que l'association Palabre autour des arts. C'est une association, c'est un jeu de mots, qui s'occupe en gros de la diffusion en grand sens, plein sens du terme, en tout cas de la lecture, de faire passer le passage des textes, des littératures des Afriques. On appelle ça littérature des Afriques parce que ça englobe effectivement l'Afrique telle que nous la connaissons du nord au sud, mais aussi les Caraïbes, parfois les États-Unis, enfin une vision diasporique de l'Afrique. L'idée de ces palabres, c'est vraiment que ces textes-là aillent au contact du lecteur. C'est pour ça que nous procédons très souvent, nous faisons les palabres dans les librairies. Nous avons des partenariats à Paris avec certaines librairies qui nous suivent très bien, qui se prêtent au jeu, qui diffusent en fait les activités que nous proposons à leur public et dans l'idée vraiment que ces littératures d'Afrique rentrent dans un schéma de consommation normale. Alors comment ça se passe? Ça se passe généralement, on a des thèmes, on choisit un thème, et autour de ce thème-là, on essaie de répertorier un certain nombre de livres, de romans pour la plupart, d'ailleurs on fait du roman, hein. On fait essentiellement du roman, peut-être que plus tard il va peut-être varier les gens, mais des romans qui traitent de ce thème-là. L'idée c'est d'avoir évidemment une pluralité de vues, une pluralité de points de vue, et on a des chroniqueurs, donc des lecteurs lambda. L'idée est aussi de faire sortir la littérature africaine, les littératures africaines d'une consommation très universitaire, hein. C'est une littérature qui se consomme très souvent dans les facs, et que ça rentre vraiment dans une appréciation de tous les jours, où les gens, enfin les membres de la Palabre, enfin de l'association, viennent, lisent un bouquin. Il y en a deux qui se chargent de lire un bouquin au moins, pour qu'il y ait à la fois échange de points de vue et débat sur le bouquin, qui lisent un bouquin et le partagent avec un public, les publics que nous convions à nos événements. Donc nous avons un événement une fois par mois, parfois plus. Il est arrivé qu'on ait 2 événements sur le mois avec des livres comme ça qu'on lit en public, dans des librairies et parfois dans des endroits assez insolites, mais ça c'est une autre affaire. Donc voilà, Palabre autour des arts, c'est nous voulons que vous soyez tous accros des littératures des Afriques. Voilà notre objectif. Et cette association est née sur l'idée que, évidemment, nous manquions de visibilité. Donc d'où notre thème d'aujourd'hui, de cette marginalité dont nous voulons parler. Dans un troisième temps, nous parlerons des marginalités de manière globale de ces littératures des Africains. Je pense que là, on aura de la matière parce qu'il suffit de se balader un peu à la foire du livre. Ça ne brille pas par sa coloration, on va dire. Heureusement qu'on a Jean Beaufal qui est un peu partout, hein, parce que sinon, on serait un peu orphelin de littérature des Afriques. Mais venons déjà sur ce Tram 83, que j'espère que vous avez déjà tous lu, relu et dévoré. Tram 83, donc je ne vais pas vous refaire l'exégèse du livre, on laissera ça à Fiston. Dans Tram 83, nous avons toute une pléthore de personnages. Nous avons Lucien, écrivain, intellectuel, qui semble fuir son chez lui pour venir se réfugier dans ce qu'il appelle l'arrière-pays. Donc Lucien, c'est l'homme, au départ quand on lit le livre, c'est l'homme normal. Et il tombe dans un monde de marginaux, un monde un peu de fou, où tout le monde, les gens sortent tous un peu de l'ordinaire. Il y a le charismatique Requiem, qui est son ami, qui le recueille, son ami, point d'interrogation, qui le recueille et qui l'héberge, qui vit un peu de
plus de plus que moins de philosophie et de business un peu, on dira, un peu louche, voilà. Il y a des personnages comme Malinjo, qui est ce que nous on appelle le Ndelekwanga, le blanc foufou, qui est, il est chez lui, quoi. C'est un blanc, mais il reste blanc que de peau, parce qu'il est chez lui, dans ce tout monde là qui englobe tout le monde. Il y a des personnages comme Emilienne, qui est une espèce de tenancière de mère Macrène, amoureuse de Lucien. Il y a des personnages comme, il y a des éditeurs, un peu mythomanes, un peu versatiles. Et il y a des étudiants qui crèvent la dalle, en grève, en permanence en grève, défroqués. Il y a des cantants qui sont des, ils n'aiment pas ce mot, qui sont des prostituées, mais les fistons n'aiment pas le mot de prostituée. Mais voilà, il y a toute une galerie comme ça de personnages qui tournent autour du tram 83 qui est un bar, qui est un ganda, chez nous on dit que c'est un ganda. Et en fait, il y a un autre personnage que j'ai failli oublier, et c'est la gare. Parce que le tram 83 se situe près d'une gare inachevée, et c'est un personnage qui revient tel un leitmotiv en permanence, la gare où tout se passe en fait. Tout se passe, toutes les choses un peu inavouables se passent dans les décombres de la gare. Et donc au départ, quand je l'ai lu, personnellement, je me suis dit, bah, que vient faire ce personnage normal de Lucien dans ce monde de fou? Et ensuite, on se rend compte, et là, Tristan va nous dire le pourquoi du comment, que je m'étais trompé de marginalité. Que le marginal, bah, c'est pas Requiem, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Tristan? En fait, moi, j'avais envie déjà dans ce roman, de repenser la question de la masculinité, la construction de la masculinité dans certaines régions d'Afrique, principalement parce qu'au Congo, en Afrique centrale, au Congo et en Angola. En prenant l'exemple d'une province, la province du Katanga, à Lubumbashi par exemple, au sud du pays, depuis l'époque coloniale, depuis la colonisation, la masculinité s'est construisée autour de la notion de quasi. Quasi signifie le travail. C'est-à-dire un homme normal doit avoir un boulot, une famille, un certain confort matériel. Et depuis une vingtaine d'années, avec la libéralisation du secteur minier, d'autres types de marginalité se construisent dans ces régions minières-là. Par exemple, un homme n'est pas celui qui devait avoir un bon boulot, mais un homme, c'est quelqu'un qui doit être désagréable. Quand quelqu'un est désagréable, il est bien vu. Un homme, c'est quelqu'un qui accumule... aller de conquête en conquête. Oui, qui accumule les conquêtes sexuelles. Par exemple, quelqu'un, qui arrive dans sa vie à avoir des relations intimes avec une femme albinos, une albinos, une personne en mobilité réduite et blanche, il est considéré comme quelqu'un qui est arrivé. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu dans sa vie de rapport intime avec la mère et la fille. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres types de masculinité, de marginalité qui se construisent. Et dans le roman, je voulais repenser cette question-là, parce que c'est vraiment, ces personnages-là, ces creuseurs, ils essayent ou arrivent à construire leur propre monde de vie, leur propre système de fonctionnement. C'est-à-dire que tu es là-bas, tu arrives, tu n'es pas considéré si tu ne bois pas du matin au soir, tu n'es pas considéré si tu restes dans ton petit coin, c'est qu'il y a un autre type de fonctionnement. Et le fait, si tu restes dans ton coin, tu n'es plus celui qui est crédible. Et ça a des conséquences par rapport à ton travail de creuseur. Oui, alors c'est toujours un plaisir de t'écouter, de parler de ce roman-là qui est, moi particulièrement, parce que j'ai un peu assisté à la naissance de ce roman. Il faut dire Fiston et la conception, t'étais dans la chambre à coucher. Il faut dire Fiston et moi, on est amis depuis longtemps et que je connais son travail, enfin on a commencé à peu près à la même période.
Ce que tu dis sur le roman, à la fois sur ce qu'on perçoit en tant que lecteur et ce que tu as voulu y mettre, on a tout de suite qu'on est rentré avec toi et avec tous ces personnages, avec ces lieux-là, dans quelque chose, ce que j'appelais un trompe-l'œil. Est-ce que ce roman-là, c'est un roman trompe-l'œil? Est-ce que tu as voulu nous faire une blague en disant, regardez, je vous montre quelque chose, mais par en dessous, je sors une sorte de ruse, des stockades. Il y a tout le temps quelque chose de glissant dans ce roman. On est toujours en train de nager dans quelque chose d'inattendu. Déjà dans la langue, on a quelque chose d'inattendu. On a des associations absolument. Oh, qu'est-ce que ça vient chercher là? On reviendra sur le style plus tard. Mais c'est vrai que sur l'environnement, sur cet univers du tram 83, c'est des fausses pistes que tu nous fais. En fait, moi, le tram, pour moi, c'était vraiment comme une digression, je dirais, je répondrais le mot d'un auteur qui a sorti un essai magnifique il y a quelque temps, Sarit Chaka, comme une sorte de comédie. Moi, j'avais déjà personnellement envie de me faire plaisir, de pouvoir. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fantaisie. Moi, j'avais envie de me faire plaisir, de pouvoir jouer avec les lecteurs. Moi, c'est parti de cela. Du coup, même les personnes, dans ce texte, pour moi, il n'y a pas de personnage principal, il n'y a même pas d'histoire, parce que ça va en boucle, les mêmes personnages. C'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire, c'est pas un polar, il n'y a pas de suspense, mais il y a une histoire. Il y a une histoire, en fin de compte, mais tout ça, c'est comme tu le dis, c'est assez incertain. Et on se rend compte en plus que tu nous mets plein de personnages. Encore une fois, je reviens sur ce personnage de Lucien, qui nous paraît comme une espèce de normalité dans un océan de marginaux, mais en fait c'est ce Lucien qui n'a pas sa place là. Le marginal, c'est lui. En fait, le marginal, c'est le personnage-là. Ce personnage incarne aujourd'hui l'intellectuel ou l'écrivain à Lubumbashi. Par exemple, Lubumbashi, c'est une ville minière depuis toujours. Une ville qui s'est formée, qui s'est constituée à travers ce que j'appelle la pierre. On allait prendre des gens de partout pour venir travailler à Lubumbashi. C'est pourquoi, par exemple, dans mon roman, il y a toujours un paysage ferroviaire de train, parce que j'avais envie de mettre cela en exergue. Et du coup, à Lubumbashi, la vie s'est construite autour de la pierre. C'est-à-dire qu'un homme doit avoir un travail, ou doit avoir quelque chose avec les diamants, les minerais. Et être écrivain à Lubumbashi, c'est un peu comme. C'est quelque chose de surréaliste, parce que tout le monde, tu dois avoir un boulot, mais un écrivain, à part l'écriture, qu'est-ce que tu as comme travail? Mais ce personnage, Lucien, effectivement, c'est un personnage d'esthète. Enfin, esthète dans le sens où il vit sa vie de manière un peu. Voilà, il se laisse aller, il se laisse vivre, il ne sait pas se débrouiller, il a tout le temps son carnet, il va dans un coup, si on peut dire ça comme ça, avec des amis, mais il en profite chaque occasion pour noter l'idée de ce là. On a l'impression évidemment qu'il est totalement décalé dans ce monde-là. Est-ce que c'est un peu la vision de l'artiste, en fin de compte, et de l'intellectuel. Est-ce que l'intellectuel vit en dehors? On ne comprend jamais rien de ce qui lui arrive, quoi. Moi, je pense que c'est la vision de l'intellectuel, mais un intellectuel qui est dans une forme d'extrémisme. Lucien ne peut pas regarder, comment on dit, la réalité en face. Donc il veut vivre comme un écrivain, je dirais comme un écrivain belge ou un écrivain français. Un écrivain belge, un écrivain français, c'est un écrivain qui est rassasié. C'est quelqu'un pour écrire, il doit prendre son petit café, il y a un certain confort. Et Lucien, lui, se met dans ce positionnement-là, en disant j'écris, je vais publier, je vais avoir des prix littéraires. Dans un pays où il n'y a même pas de maison d'édition, il n'y a pas dans un pays qui n'existe que sur papier. Un pays qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Justement, parce qu'on se moque de Lucien, parce que c'est vrai que lui c'est un ayatollah de la droiture, hein, Lucien. Mais justement, en nous mettant ce personnage qui est aussi extrémiste dans son positionnement,
qui refusent d'aller par exemple avec les prostituées, alors que pour les gens, ils sont totalement fous. Comme tu as dit, ils construisent leur masculinité autour de la sexualité, ils refusent la moindre compromission. Mais est-ce que ce personnage-là n'est pas là pour justement mettre encore plus en lumière les renoncements des autres? Parce qu'au départ, avec Requiem, par exemple, qui est son ami proche, ils se ressemblent. Et ensuite, Requiem s'adapte à son environnement. Pour moi, Lucien, c'est quelqu'un qui met en exergue le délitement de la société congolaise. Mais en même temps, je suis toujours sceptique par rapport au terme de prostituée, parce que ces jeunes femmes, elles sont pas de prostituées, parce que tout simplement, elles veulent gagner leur vie. C'est-à-dire que je pense que dans un tel pays, on ne peut pas se fier on ne peut pas prendre le terme de prostitution comme il est utilisé ici en Europe. C'est-à-dire des gens qui savent qui sont sûrs et certains, qui sont dans une forme de... Par exemple, la chute même de Requiem et des autres, c'est grâce à une jeune femme. Donc c'est des jeunes femmes qui sont conscients de ce qu'elles font et qui assument et qui ne sont pas vraiment prostituées, mais dans la flexibilité de corps, dans la flexibilité de la vie, parce que sans cela, parce qu'elles savent qu'avec tout ce personnage-là, que ce soit même ces jeunes femmes ou les mineurs, ils savent ils se disent, ils sont sûrs et certains qu'au paradis, au-delà, dans l'au-delà, il n'y a pas la bonne lumière, et ils veulent vivre leur vie comme le dernier jour. Oui, c'est vrai qu'il y a une forme d'extrémisme là, à la fois chez Lucien, mais ce que tu viens de dire rappelle évidemment cette fameuse. On a l'impression que tous les personnages veulent s'épuiser, ils vont jusqu'à l'épuisement. Que ce soit Requiem, il y a à la fois un laisser-aller, il renonce à tout, mais il lâche prise dans le vice. Parce qu'il y a cette transformation de Requiem, on la voit à un moment donné. Et Joss, c'est important quand tu dis que Requiem et Lucien sont très proches au départ. C'est vraiment deux frères qui se ressemblent. Et on a tout d'un coup Requiem qui commence à partir à la dérive, ce qu'on appelle dérive, non, mais peut-être pas. Dans la normalité de l'environnement. Et il y a mais on a du coup ces deux pôles qui sont les deux antagonistes. Lucien et ils se retrouvent vraiment l'un à l'autre dans des formes d'extrémisme chacun. Est-ce que ça t'a traversé aussi cette construction comme ça en duo de ce couple de personnages qui représentent à la fois l'un le contraire de l'autre tout en étant très proches? Pour moi, sur deux personnages, en fait, c'est un seul personnage. Donc c'est une seule figure, c'est un seul personnage. J'ai essayé de décliner en noir et blanc. Et vous avez entendu Fiston, les termes qu'il utilise, il dit voilà, on ne parle pas de prostituée, on parle de flexibilité. Et tout ce livre est parsemé d'une créativité, de création. Donc on prend la langue française, on la malaxe, on la retourne, et puis on nous rebalance quelque chose qui est totalement nouveau. Et je lui ai dit, quand j'ai commencé à lire ce livre, au départ, j'ai eu un peu de mal. J'ai traîné un peu, on dirait un vieux diesel qui est à froid à 5h du matin, un jour d'hiver, j'avais un peu de mal. Et puis à un moment, j'ai commencé à me dire le texte dans ma tête. Et là, il est apparu différemment. Et on se rend compte à travers ce texte, et là c'est la seconde marginalité dont je veux parler, autant ces personnages sont marginaux, et on est vraiment dans un roman qui brosse un environnement qui est censé être marginal, mais l'écriture de ce livre, le parallèle que j'ai fait avec Fiston, moi j'aime bien à me présenter de façon assez égocentrique comme étant un aspirant griot, un raconteur d'histoire. Et Fiston, lui, c'est un remixeur, c'est un chanteur de R&B. Il a pris le criolisme ouest-africain et il l'a mis dans son livre. Il a fait de l'écrit parlé. Et donc ce texte, il faut le mettre en voix.
il faut gueuler le texte, il faut le slammer, il faut le hurler, comme ton expression, il faut l'aboyer ton texte. Et à partir du moment où on entend ce texte, il prend une valeur énorme. Est-ce que, parce que je sais que tu es dramaturge, tu es aussi poète, quelle est la part du romancier? Est-ce que le romancier a dû céder la place au dramaturge? Quelle est la part du poète dans ta manière de faire de l'oralité écrite? En fait, je suis arrivé à l'écriture par la poésie, j'ai écrit vers la nouvelle, j'ai écrit de pièces de théâtre. Le train, pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est une interrogation personnelle. J'essaie de mettre en lumière tout ce que je faisais, de la poésie, la nouvelle, le théâtre, mais en même temps, j'essaie de réfléchir, j'essaie aussi de m'inspirer de mes caprices, de mes péchés mignons. C'est-à-dire, je suis animateur de jazz, j'aime beaucoup je suis fasciné par la peinture naïve, la musique classique, la rumba. Moi, c'est une façon de mettre en scène, de mettre en lumière toutes ces énergies. Parce que le drame, je dirais, c'est un théâtre, c'est un grand théâtre. Oui. Je voudrais revenir, je vais passer très vite sur cette influence jazz, influence rumba et influence théâtre aussi, hein, peut-être les trois si on essaie de les lier peut donner quelque chose. Alors il y a dans ton texte, là encore ça revient à ce que je disais tout à l'heure, dans le côté dérivationnel et improvisationnel. Il y a dans ton texte, on a l'impression qu'à un moment donné, je vous disais tout à l'heure, on rentre comme ça dans un schéma tout à fait improvisé, comme si l'écriture t'a échappé à toi-même, comme si tu t'es laissé entraîner comme ça dans quelque chose à force de la suivre, de le suivre sur quelque chose, tu es rentré sur un autre schéma et tu es arrivé, voilà, il y a ce côté inattendu, ce côté improvisé, il y a vraiment de free jazz. Free jazz, absolument, même si le free jazz n'est pas totalement improvisé, contrairement à la doxa communaire, mais on a quand même ce côté très très surprenant, en tout cas. Est-ce que dans ton écriture, tu as ressenti à un moment donné que les choses t'échappaient, ou tu avais la maîtrise parfaite de tout? En fait, je travaille avec un excellent saxophoniste, je fais beaucoup de performances, et pour moi, chaque fois que je suis dans quelque chose, à chaque fois que je déclame le texte, je peux sortir du texte et parler, comme dans les églises de réveil, une langue qui n'existe pas. Je peux improviser, je peux dire quelque chose. Bien sûr, tu vas devoir lire ton texte. Vas-y, dis, et ensuite tu vas devoir lire ton texte. Je suis enceinte depuis 17 ans, 36 mois et 2 jours. Je fais l'amour avec le ciel, j'attends un million du ciel. L'enfant qui sortira de mon ventre, ou le fleuve qui sortira de mes tripes, ou l'enfant fleuve que cachera mon grand saligo, viendra avec sa viande remplir mes longues nuits d'insomnie. Il répondra au nom des éternes, Mila Wazobata et Zobola. Il répondra au nom des éternes, Mila Wazobata et Zobola. Il répondra au nom des éternes, Mila Wazobata et Zobola. Je suis enceinte depuis 17 ans, 6 mois d'un jour. Je fais l'amour avec le ciel, j'attends un million du ciel. L'enfant qui sortira de mon ventre, ou le fleuve qui sortira de mes tripes, ou l'enfant fleuve que cachera mon grand saligo, viendra avec sa viande remplir mes longues nuits d'insomnie. Il répondra au nom des éternes, je suis enceinte depuis 17 ans, 36 mois et 2 jours. Je fais l'amour avec le ciel. J'attends un million du ciel. L'enfant qui sortira de mon ventre. Et voilà, l'enfant qui sortira de mon ventre, ou le fleuve qui sortira de mes tripes. Vous voyez ça, c'est Tram 4. C'est Tram 4. Donc, c'est pas pour vous. Voilà, c'est ce que vous lirez en fait. C'est toute cette
improvisation, cette folie que vous lirez là-dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'est vraiment un texte, quand on le lit sur un mode roman classique, une narration, on s'attendrait à une narration, mais il y a de la redondance, il y a de la répétition, il y a des digressions qui partent dans tous les sens. Et on perd quelque chose si on ne se met pas le texte en voix. On perd quelque chose. On va lui laisser reposer sa voix et après il lira cette fois-ci un extrait du texte. Et mon questionnement, c'était, en tant que Ramsey et moi avant l'honneur aussi de pondre des textes, et on sait comment c'est difficile quand on envoie des textes à des éditeurs de faire attention que le texte ne soit pas trop exotique, qu'il ne sorte pas trop de la normalité que les comités de lecture ont l'habitude de voir. Et moi, en lisant ce texte, évidemment, je me suis posé la question sur le parcours de ce manuscrit. Je me suis posé la question parce que je sais que, comme beaucoup d'auteurs, parce que c'est son premier roman, n'oubliez pas, c'est une question énorme, mais c'est son premier roman. Et je me suis dit, c'est un baroudeur des éditeurs, comme tout nouveau publié. Donc, je sais que tu as traîné ce texte pendant plusieurs années, que tu as sûrement peaufiné, retravaillé, mais tu t'es baladé avec ce texte. Tu nous diras, mais je suppose qu'il a eu quelques non-réponses ou quelques refus, et par contre, tu n'as pas voulu faire de concession. Tu es resté accroché à ton idée de donner un texte qui pourrait traumatiser un cerveau d'éditeur classique. Pour moi, quand j'ai fini le texte, je l'ai envoyé, j'ai envoyé chez des éditeurs. En fait, j'ai reçu la réponse classique. Et puis, comme j'écrivais pour le théâtre, donc je me suis retourné, j'ai passé à autre chose, et puis j'ai repris toujours le texte. Et en fin de compte, je me suis dit, pour moi c'était vraiment difficile de pouvoir. Parce que l'avantage de vivre, par exemple, en France, à Paris, il y a cette possibilité de rencontrer des gens, des éditeurs. Et moi, je suis passé en Autriche, et donc j'avais pas cette possibilité-là. En fin de compte, je me suis dit, pourquoi pas prendre une agence littéraire. Et donc j'ai pris une agence, mon agence littéraire, et dans l'espace, donc c'est grâce à cette agence que c'est parti. Il a fallu quand même que l'agence littéraire ait un coup de cœur sur ton texte. Ouais. Et tu as eu la chance de tomber sur des gens qui ont lu ces textes et qui se sont dit qu'ils pourraient emmener les gens à lire ça. Oui, quand ils ont lu le texte, ils ont dit qu'il y avait quelque chose. Parce que j'avais envoyé par exemple le texte même aux éditions Boréal, à Montréal. Ces gens-là m'ont dit nous on ne publie que les auteurs qui vivent sur le territoire canadien. Mais en Europe, un éditeur devrait nécessairement s'intéresser à ce texte. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui m'avait encouragé, mais en même temps emporté par la poésie, la nouvelle, et puis les autres projets dans lesquels tu es. Et c'est très intéressant, mais ce n'est pas que je veux que vous sortiez d'ici avec toute la production littéraire de Fiston, mais c'est très intéressant de regarder le cheminement qui mène vers le drame. Alors Fiston, il est dans ces deux recueils, les recueils Chroniques du Katanga et Chroniques du Congo, des recueils qui ont été produits au Katanga et au Congo, mais pour essayer de montrer un autre visage, on va dire le visage de la littérature jeune, littérature du Congo. Donc, et quand on lit les productions qui sont à la fois là-dedans, et dans Kinkiessé, et dans certaines autres de tes productions. Juste faut souligner que dans les deux là-dedans, tu as aussi auteur de soit dit en passant, il y a deux sont très bien, parce qu'il ne dira pas lui-même. Qui sont voilà, très bien. Je dirais même plus, mais je vais m'abstenir. Et de voir cette progression vers l'écriture. Et donc on a quelque chose de la rencontre avec l'écriture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cette écriture t'a permis de faire, et comment cette écriture a été reçue par tes collègues écrivains? Comment est-ce que ça a tissé des relations, des liens avec, je sais par exemple avec Savichak, parle longtemps de cette écriture, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce sens-là qui sont créées autour de ce texte? Parce que là, c'est le texte qui est vraiment mis en évidence. En fait, quand j'ai fini le texte,
en fait, quand le texte est sorti, j'ai pris pour ce texte de parrain littéraire. Moi, j'avais envie de passer par là. Et donc, j'ai envoyé le texte à des personnes qui pouvaient, que j'ai dans des modèles, des auteurs que j'affectionne. Et parmi ce parrain, il y avait Jean Moffal, Sami Chaka, Mobonkou, David Van Debo. Et donc, ils ont été pris par le texte. Il s'est créé quelque chose. Et pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que aujourd'hui, par exemple, il y a quelqu'un, on était à un débat avec Moffal, mais il y a quelqu'un qui a relevé beaucoup de similitudes avec l'écriture de Moffal. Donc il y a quelque chose qui s'est créé à travers ce roman. Et donc, non seulement il y a eu, comme Sami Chaka, justement, que vous devriez tous lire, hein, tellement ce grand frère est pertinent. Quand Sami Chaka dit de ce texte, il dit, vous savez, les vrais bons textes finissent toujours par éclore. Et quand il a lu le manuscrit de Fiston, il était certain que de toutes les façons, le manuscrit serait porté et que le manuscrit serait publié. Et quand on a un parrain comme Sami Chaka qui vous fait la courte échelle de cette manière, c'est vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais venir vous lire peut-être le texte dont on parle depuis tout à l'heure, et ensuite on va un peu digresser sur la littérature des Afriques d'une manière générale et sa marginalité. Accrochez. On a un déficit de lumière, c'est voulu. Merci. Toutes les nuits n'avaient pas la même chronologie de la bière, de la musique, de la danse, de Fimère de la première fraîcheur, de clochette à base de chien et de la folie. Ceux qui sortaient la nuit connaissaient l'intrigue, disons la prosodie des événements, la convulsion des circonstances, le lugubre procession vers l'inconnu. Voilà, c'est très poétique et très impudique dans les mots. Beaucoup de lyrisme dans ce texte, c'est incroyable, mais en même temps... Exactement, énormément de lyrisme. Et là, j'aimerais que l'on parle... donc évidemment, on est sur la marginalité. N'oubliez pas, nous, comme a dit Ramsi, notre but à nous de Palabre autour des arts, c'est vraiment... C'est vous pousser, vous, à découvrir un peu plus cette littérature des Afriques qui est vraiment d'une richesse extraordinaire. Et donc on se pose toujours la question, et on nous pose toujours la question en tant qu'auteur, de savoir quel est notre lectorat. Arrivons-nous à toucher un lectorat? Si nous avons un lectorat, ça revient de manière... c'est un leitmotiv. Et moi je voudrais te demander à toi, est-ce que déjà au départ, tu avais un lectorat en tête, en te disant j'aimerais bien que mon texte touche tel segment de la population, ou est-ce que tu as balancé un texte comme ça dans la nature en disant celui qui trébuchera sur le texte, tant pis, il sera piégé? Moi j'ai écrit à partir du Congo. J'ai écrit à partir du Congo. Moi c'était important de partir du Congo parce que ma grand-mère dit toujours de l'ethnie d'où je viens. On dit toujours que le village ou le Congo c'est le centre du monde. Et tout ce qui est au-delà du Congo c'est la bourse. Si je rencontrais quelqu'un de mon ethnie, il me dira donne-moi tes coordonnées parce que je ne voudrais pas que tes parents me disent tu avais trouvé notre enfant dans la bourse et tu l'avais laissé mourir de faim. Et donc pour moi je pars toujours du pays, du ventre, vers le monde. Et donc je suis parti du Congo, puis je suis entré en littérature parce que sur la littérature il n'y avait pas quelque chose qui relèverait d'un lectorat congolais, parce que déjà dans le club, il y a même oui, il y a même de rappeurs ou de références que seulement les gens qui vivent en Autriche, ma vieille Allemagne, c'est
lectorat. Et par rapport au lectorat, par exemple, moi je n'avais pas en tête de lectorat. Et ce que je pourrais souligner aussi avec le train, c'est que avant la publication de ce texte, j'avais 2 carrières littéraires. Donc une carrière en Autriche et en Allemagne, parce que j'ai écrit aussi en allemand, et une carrière dans la francophonie. Et donc quand on parlait de moi, par exemple, une bibliographie qui se faisait en Autriche, c'était une bibliographie qui ne prenait pas en compte ce que je faisais en France, ou j'avais fait en France ou en Belgique. Et avec ce roman, il y a eu une certaine uniformisation de ma carrière. Alors là, on touche peut-être tout le gros problème de la marginalité. Enfin, en évoquant la francophonie, on rentre de plein pied dans ces questions de marginalité. Alors, je ne sais pas si tu t'es posé la question. Toi, tu viens du Congo, anciennement Congo belge, anciennement Zaïre, tu viens de Lubumbashi, c'est-à-dire le Katanga, c'est-à-dire la province la plus l'adjectif j'ai oublié, mais la plus au sud, la plus australe, voilà, du pays, et près de l'anglophonie, donc dans une région minière, le Katanga qui a une réputation, une triste réputation, c'est là où on a tué le Lumumba, enfin, etc. Donc tu es quand même, tu pars quand même avec un sérieux handicap dans ce système-là, francophone, et tout machin, consécration parisienne, tu vis en Autriche, tu vis à Grasse, enfin, tu compliques un peu les choses, quoi. Comment tu as vécu ce circuit francophone, parce qu'il y a un véritable circuit francophone qui crée des marges où tous les écrivains francophones, même très talentueux, même très connus, même qui sont bien tirés, sont malgré tout, ils sont tous des écrivains de la marge. Est-ce que tu as pris cette marge comme une espèce de tremplin, comme d'aucuns essaient de le faire maintenant, ou carrément tu t'es inscrit dans la marge parce que de toute façon il n'y a pas de... on va faire autrement. Pour moi, cette marginalité était ma planche de salut, parce qu'en même temps, la francophonie, c'est un peu comme une forme, c'est comme quelque chose qui, c'est comme une prison, quelque chose qui devrait être redéfini. Par exemple, un écrivain qui vit je dirais, à Bruxelles, et qui écrit en français ou à Kinshasa, n'est pas dans les mêmes conditionnements qu'un écrivain qui vit à Varsovie ou je sais pas, à Barcelone. Et pour moi, je suis parti de cette marginalité. Parce que moi, j'ai fait de cette marginalité ma propre façon de m'en sortir de ces carcans. Parce que ce qui s'est fait, par exemple, ailleurs, quand j'ai sorti ce roman, certaines critiques passent tout leur temps à faire une généalogie. Ailleurs, on ne fait pas une généalogie, on reprend le texte, on lit les textes comme le texte de Fiston Manzi. On n'a pas besoin de faire une généalogie. Et donc, du coup, c'est la différence. Et moi, je suis parti de cette marginalité-là. Je fais de cette marginalité ma bouteille de bière. Cette histoire de généalogie est intéressante. Enfin, allez, on connaît tous les auteurs africains. Quand un auteur africain publie, s'il a beaucoup de chance d'être chroniqué, c'est pour le placer en sandwich entre Kourouma et Sangor, ou entre Sonila Boutansi et Yambo Le Bohème. C'est un révolté. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi, ce côté catalogage à la littérature africaine, où on va aller chercher le grand-père écrivain qui serait Sangor, ou je sais pas qui, est-ce que tu as vécu ça toi? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui a fait que je puisse aller au-delà, parce que déjà, j'ai vu ailleurs, j'ai publié chez Métellier, et Métellier publie beaucoup les auteurs lusophones. J'ai pris une agence littéraire basée en Espagne. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était en même temps voulu, parce que je me disais, bon, j'ai fait de ma marginalité quelque chose de dynamique. Mais au-delà de ça, tu as un parcours qui est vraiment assez spécifique. Je nous ramène un peu dans le contexte bruxellois. Nous sommes en Belgique. Enfin, la RDC, l'histoire de la Belgique, on a la même histoire. Hein. Nous sommes cousins très proches.
Et en se baladant ici, on en parlait au début de rencontre, on n'a pas beaucoup de signes de ces littératures des Afriques. Je vais à contre-courant de l'universalisme de Torgak, et nous, ici, on a vraiment l'impression qu'on a la littérature locale, et puis que nous constituons les murs. Hein, la littérature des Afriques constitue les murs pas très épais d'ailleurs. Et est-ce que ça ne fait pas écho à quelqu'un, même si toi tu as un parcours qui est assez spécifique, mais est-ce que ça ne fait pas écho quelque part en toi de te dire que dans un environnement où on est dans l'histoire, qu'elle soit française ou belge, ben on fait toujours partie des murs. On constitue toujours les murs. Moi, je pense qu'être écrivain africain francophone et vivre en Europe, c'est de facto être dans une certaine marginalité. Parce qu'on n'a pas un lectorat naturel. Mais quelqu'un qui écrirait à Lubumbashi, je pense qu'il a un lectorat naturel. Nous qui écrivons à l'extérieur, on est obligé de dégrignoter sur d'autres lectorats parce qu'on n'a pas notre propre lectorat. Position assumée de lectorat à construire, mais encore une fois, les lectorats sont construits. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait, des choses qui se passent pour construire un lectorat de il y a des choses qui se font de façon extraordinaire, c'est l'exemple de votre association. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pour que ce soit ici en Belgique, par exemple, le CSC qui depuis 30 ans est en train de mettre en lumière ces littératures-là. Je pense qu'il y a des choses qui se font, et maintenant de plus en plus, parce que beaucoup de gens s'y mettent. Vous êtes en même temps des chroniqueurs, en même temps vous écrivez, donc je pense qu'il y a un dynamisme qui se fait. On va avoir un peu de temps et on va peut-être piocher 2-3 réactions si vous en avez. Juste avant ça, pour continuer justement dans la promotion des littératures, sachez que Palabre autour des arts reviendra au mois de juin. On vous donnera des dates exactes pour parler des littératures du bassin du Congo, du secteur bassin du Congo, avec un certain nombre, j'espère, d'invités illustres. Donc on vous donnera des informations là-dessus. Donc nous rencontrons tous les jours. Allez sur Googleisez, allez sur YouTube et autres, vous verrez toutes nos rencontres avec beaucoup d'auteurs qu'on a reçus, notamment on a reçu Fiston, on a reçu Capitaine Alexandre, qui est un poète, nous avons reçu Alain Maboukou, nous avons reçu Percival Lebret. Nous avons eu la chance d'avoir des auteurs qui sont venus échanger avec nous pour vous faire découvrir vraiment des littératures sur lesquelles il y a des choses extrêmement diversifiées, c'est très éclectique. Vous trouverez des bijoux, vous trouverez du diamant à polir, et vous trouverez des diamants déjà polis, quoi. Et si vous aviez peut-être dans la salle des réactions spécifiques pour Fiston, des questions spécifiques sur ce 83, nous allons peut-être prendre une ou deux réactions, ou alors vous êtes tellement tous conquis par sa prose que vous en restez tous là-bas. Oui. Je ne sais pas si tu as cette ambition-là. Nous avons déjà l'ambition de vous faire lire. Et je crois que c'est déjà pas mal. Oui, ça pourrait être une idée, mais après, c'est aussi une question politique, je pense. C'est pas seulement les intentions des auteurs qui sont très bien, qui veulent faire des choses, c'est très bien, mais tout ce qui est société, organisation, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est de la politique culturelle, et il faudrait bien que dans des rencontres comme ça, que l'ambassadeur de la RDC vienne là, qui se mette au premier rang, qu'on lui dise coucou monsieur l'ambassadeur, merci, est-ce que vous avez lu le dernier livre de Fiston? Enfin, c'est des choses comme ça, il faut affirmer une présence politique pour que ça marche. Ça ne veut pas dire que les écrivains seront à la botte d'un pouvoir ici grec, mais il faudrait quand même qu'il y ait des mises
mise en scène, mise en forme politique du pouvoir pour que ces choses-là existent. D'autant que les collaborations entre auteurs, ça existe. La preuve, nous avons des ouvrages collectifs, il y a énormément d'ouvrages collectifs. Ça se fait de plus en plus, ce que je trouve, il y en a de plus en plus, des ouvrages collectifs qui réunissent plusieurs auteurs. Donc les auteurs, d'une manière générale, se parlent. Nous, quand nous parlons des auteurs des Afriques, nous allons de Haïti à Algérie, en passant par Caracas et en venant en Namibie. Donc, et il y a énormément d'ouvrages collectifs sur différents thèmes. Avec les Palabres, nous avons un ouvrage collectif qui s'appelle Sous mes paupières extérieures en vie. Il y a énormément de choses qui réunissent différents auteurs. Donc les auteurs se parlent entre eux, mais ne vous trouvent pas vous, lecteurs. Et nous, notre incitation, c'est de vous dire, vous, lecteurs, venez rencontrer ces auteurs-là. Et nous avons la chance d'avoir des auteurs qui, en général, aiment bien qu'on parle de leurs textes. Donc, d'autres réactions peut-être dans la salle, des questions pour Tristan. Et si vous pouvez vous approcher pour le micro, parce qu'il ne va pas aussi long. Bonjour, félicitations Fiston. Je suis Ousmane Bambora, je viens de la Guinée, Conakry. Voilà. J'ai traversé le Gola et tout ça. Ça marche. On est là. Et nous sommes dans le cadre d'une tournée théâtrale. Je ne ferai pas de la pub, mais je voudrais simplement demander si les textes, les pièces de théâtre de Fiston ont été éditées, chez quel éditeur. Et est-ce que ça ne vous poserait pas de problème qu'on commence à les faire lire à des étudiants en Guinée déjà? Malheureusement, mes textes n'ont pas été édités, mais il y a 2 textes qui le seront bientôt chez Émile Lanzmann, je pense en mai. Et je pense que tu ne t'opposeras pas à ce que les gens mettent en scène des textes. Soit enseigné et lu, pas Guinée. Moi je pense que l'auteur écrit, publie un texte, le texte n'appartient plus à l'auteur. Et c'est un plaisir que le texte circule. Donc voilà, vous pourrez vous faire un plaisir à partir du mois de mai. Dites aux étudiants que il va falloir qu'ils aient une flexibilité d'esprit pour rentrer dans l'univers de Fiston. Mais votre question est importante à mon point de vue. Enfin, justement, pour sortir de la marginalité, il faut que ces textes-là rentrent dans ce qu'on appelle vulgairement des instances de légitimation. Et les instances, une des plus grandes instances, c'est l'école. Il faut que ces textes soient étudiés dans les écoles. Il faut qu'on ait au programme. Bon, c'est très bien, c'est très beau, hein, Flaubert, c'est génial. Moi j'ai lu Flaubert au Congo, au Katanga, j'ai trouvé ça magnifique. Mais quand on veut construire un patrimoine culturel, littéraire, encore une fois, c'est des questions politiques, hein, il faut que le ministre dise, bon, très bien, le programme cette année, ce sera Mwanza Mujina pour la 4e et pour la 5e, on étudiera Jean Moffat. Il faudrait que ces textes-là rentrent comme ça dans des espaces de visibilité pour que plus tard ça circule, sinon ça sera toujours dans la marge. Ce sera la grande littérature et puis la petite littérature qui essaie de suivre derrière. Ça va pas bien. Donc, encore une fois, 3083, nous allons être tous les trois en dédicace sur le stand 402, 407 402. Donc, c'est de l'autre côté là-bas un peu plus loin, avec tous les ouvrages que vous voyez en face. Aidez-nous à sortir la littérature des Afriques de leur marginalité. Venez nous en parler. Nous avons un blog par la Autour des Arts, un groupe Facebook, une page Facebook. N'hésitez pas à nous apporter des idées. Encore une fois, tous les mois, nous lisons des livres en fonction d'un thème fil rouge. Et les livres nous sont proposés par vous, par les gens qui sont dans le groupe. Si vous voulez en parler d'érotisme, nous allons demander aux gens du groupe, allez, proposez-nous des auteurs connus ou pas connus, parce que le but c'est ça aussi, de faire sortir, de mettre à la lumière un certain nombre de textes. N'hésitez pas à contribuer, parce que c'est vraiment un outil pour nous, pour découvrir des choses, et pour vous, pour découvrir des choses et pour nous faire découvrir des choses. Donc, vas-y, merci, un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin, de remercier ce essai, mais c'est vrai, c'est un... Moi je ne connaissais pas, et donc j'ai appris l'existence, malheureusement, un peu tard, mais c'est excellent le travail que vous faites, et de remercier d'accueillir comme ça les Palabres Autour des Arts, et c'est une expérience enrichissante. On va remettre ça au mois de juin, donc avec une
programmation qu'on est en train de ficeler en ce moment. Et donc voilà, moi c'était vraiment un hommage au travail du CEC. Voilà, donc merci. N'oubliez pas, Fiston est toujours disponible, un peu plus loin de l'autre côté. Et puis, merci d'être venu. Merci.